bienvenue à vous les familles, les proches, les amis des victimes du naufrage du Bugalet-Bresse. Le 15 janvier 2004, le Bugalet-Bresse, un bateau de pêche breton, sombre au large des Cornouailles anglaises en moins de 37 secondes. Un appel de détresse paniqué, et puis, plus rien. Pas d'explosion, pas de feu, juste un silence. Un blanc absolu. Comme si la mer avait avalé le bateau d'un seul coup. Le 23 janvier 2025, à Washington, l'administration Trump signe un décret très attendu, la déclassification d'une série de documents confidentiels, notamment liés aux assassinats de JFK et Martin Luther King. Une mesure rare qui a suscité l'attention bien au-delà des frontières américaines, plus particulièrement sur les côtes bretonnes. Là-bas, cette annonce a ravivé une vieille blessure, mais surtout, elle a rallumé une lueur d'espoir. Celle qu'un jour, lumière soit faite sur l'un des plus grands mystères de l'histoire maritime française, celui du Bugalet-Bresse. Alors, pour les familles et le monde marin, cette décision résonne comme un signe. Un rappel que, parfois, même les secrets les mieux gardés finissent par ressortir. Aujourd'hui, je vous parle d'une affaire qu'on a voulu refermer trop vite, qu'on a classée dans un tiroir en la tamponnant du mot « accident », mais pour ceux qui la vivent depuis 20 ans, il n'a jamais été question d'un simple naufrage. Les versions changent, les incohérences s'empilent, les témoins se contredisent, des documents disparaissent et à chaque avancée, une nouvelle opacité s'installe. Quelque chose ne colle pas. Le Bugalet-Bresse est aujourd'hui bien plus qu'un bateau de pêche, c'est un symbole, celui d'un monde maritime souvent ignoré, d'une population que l'on n'écoute que trop peu. Mais surtout, le symbole d'un combat inégal entre citoyens et raisons d'État. Alors, que s'est-il vraiment passé ce 15 janvier 2004 à 12h25 au large du Cap Lizard? Et pourquoi 2 décennies plus tard, continue-t-on de nous dire qu'il n'y a rien à voir? Les premiers mots qui sont sortis à ma femme, c'est qu'il s'est payé un sous-marin, quoi. Ils sont prochains sous-marins. Le bateau a coulé, il est accroché dans le sable. Imaginez-vous ça. Lamentable, je suis écœuré. Avant de rentrer un peu plus dans notre histoire, je remercie Sailly qui sponsorise cette vidéo. Aujourd'hui, tout passe par le téléphone. Que ce soit Uber, les GPS, que ça soit aussi les traductions quand on est dans un pays différent, ou même pour trouver un restaurant. Alors imaginez arriver à l'étranger et être connecté direct à Internet sans prise de tête. C'est exactement ce que fait Sailly. Sailly, c'est une application créée par les fondateurs de NordVPN qui te permet d'installer une eSIM, donc une carte SIM 100% dématérialisée. Tu télécharges l'app, tu choisis ton forfait et en moins de 2 minutes, c'est installé. Quand tu arrives à destination, la eSIM s'active automatiquement et t'es directement connecté au réseau local. Avec Sailly, tu peux te connecter dans plus de 190 pays et si tu voyages d'ailleurs dans plusieurs pays, t'as même pas besoin de réinstaller ou quoi que ce soit. Tu prends un forfait régional ou global et ça marche partout. L'avantage, c'est que tu gagnes du temps et t'évites les files d'attente à l'aéroport, tu risques pas de tomber sur une fausse SIM, tu dis adieu au hors forfait et tu peux même recharger ton forfait en un clic si tu arrives à 80% de tes datas par exemple. En plus, Sailly propose des protections uniques comme le blocage des pubs malveillantes et la sécurité renforcée quand tu navigues. Et si jamais tu as un problème, leur support est dispo 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Personnellement, moi c'est devenu un réflexe dès que je pars en voyage, j'ai internet dès que j'atterris, je peux checker mes mails, commander un Uber ou poster une story directement sans stress. Et si vous voulez tester, j'ai un code exclusif pour vous. Avec Neoxy, vous avez 15% de réduction sur votre première eSIM Sailly. Pour télécharger l'application, vous avez le lien en description ou le petit QR code qui s'affiche juste ici, comme d'habitude. Franchement, si vous avez un voyage de prévu, anticipez maintenant, installez Sailly et vous serez tranquille une fois sur place, ou même si vous oubliez le nom de l'application, là au moins vous l'avez sur votre téléphone. Code Neoxy, moins 15% et vous êtes bon.
sommes le 15 janvier 2004 dans le village de Loctudy dans le Finistère. C'est une journée d'hiver comme une autre. Les vacances scolaires de Noël sont finies et l'ambiance est un peu maussade. Dehors, l'air est froid et la météo n'est pas au beau fixe. Les camions chargent leur cargaison de poissons, les bateaux entrent et sortent du port, les habitués sont attablés au café du coin et discutent comme souvent de la mer, de la houle et des conditions de pêche de la journée. Dans ce village de pêcheurs, c'est le genre de journée qu'on connaît par cœur. Ici, on ne choisit pas la mer, elle s'impose à vous. C'est plus qu'un décor ou un gagne-pain, c'est une passion exigeante, parfois cruelle, mais que personne ne remet en question. On vit avec le risque, on apprend à ne pas le nommer. Ce matin-là, tout semblait calme. Et pourtant, quelques heures plus tard, la mer allait reprendre, sans prévenir, 5 enfants du pays. C'est autour de 13h que le temps s'est arrêté. Le premier à être prévenu, c'est Michel Douce, l'armateur du Bougalet de Bresse. À l'autre bout du fil, Andrew Munson, un ami pêcheur anglais qui l'appelle chaque année à cette période pour les vœux. À première vue, donc, un appel de routine plutôt heureux qui ne laisse absolument pas présager que cette fois, le ton sera différent. Michel déchante immédiatement, il comprend, son bateau et ses hommes ont disparu en mer. Un choc immense pour cet homme qui, ce jour-là, aurait dû être à bord, mais par chance, il est resté à terre à cause de douleurs au dos. Ce hasard, cette absence, il n'a jamais cessé d'y penser. Et s'il avait été là? Une question qui, depuis 20 ans, ne le quitte plus. À 60 km de là, à Riantec, la scène se répète. Dans le bistrot de la famille Le Floch, un client annonce qu'un bateau breton aurait sombré. Ce genre de nouvelles, malheureusement, ce n'est pas rare. En mer, les accidents font partie du métier. Bertrand Le Floch entend, sans réagir tout de suite, son frère Pascal est en mer. Oui, mais il n'y pense pas immédiatement. Et puis, quelques minutes plus tard, le maire entre. Il est accompagné d'un agent des affaires maritimes. Lui aussi comprend, le bateau qui a fait naufrage, c'est le Bougalet de Bresse. Rapidement, l'information circule. De port en port, de radio en radio, le nom du chalutier se répand. Le Bougalet de Bresse a sombré au large du Cap Lizard en Cornouailles anglaises. Sur les quais, dans les cafés, dans les maisons, on comprend. Le monde maritime est en deuil. Nous voulons dire qu'il reste bien présent dans notre mémoire. À ce moment-là, pour tout le monde, c'est un simple accident. Un drame comme il en arrive malheureusement trop souvent en mer. Ici, tout le monde connaît cette réalité. Partir en mer, c'est aussi prendre le risque de ne jamais revenir. Comme on dit dans ce coin de Bretagne, la mer, elle prend. Et parfois, elle ne rend pas. Si l'heure n'est clairement pas au doute de ce côté de la Manche, quelques marins en mer commencent déjà à comprendre que le Bougalet était peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, et que les circonstances du naufrage ne sont pas très claires. Les marins le pressentent, le Bougalet, ils n'ont pas fini d'en entendre parler. Le choc passé, une autre urgence s'installe chez les familles, celle de comprendre. Répondre à la question « Que s'est-il passé le 15 janvier 2004 au large du Cap Lizard ?» Pas pour accuser, enfin pas encore, mais pour faire le deuil. Et pour ça, il faut remonter le fil, revenir aux jours qui ont précédé le naufrage, reconstituer le puzzle. Retour 9 jours plus tôt, le 7 janvier 2004. Le Bougalet de Bresse s'apprête à repartir en mer. Comme souvent, le rendez-vous est donné à l'aube, sur le port de Loctudy. Il fait encore nuit, l'air est piquant et la mer est encore calme. Rien n'est à signaler. Les 5 marins se connaissent par cœur. À bord, chacun a son rôle bien défini. Yves Glohagen, 44 ans, est le capitaine. Georges Lémétaillé, 59 ans, est le chef mécanicien. À ses côtés, Patrick Glohagen, 34 ans, le second mécanicien, sans lien de parenté avec Yves malgré le nom. Pascal Le Floch, 49 ans, et Éric Guillamet, 41 ans, complètent l'équipage. 2 marins solides, expérimentés. Alors, ce matin-là, juste avant d'embarquer pour 2 semaines de campagne de pêche,
l'ambiance est concentrée. L'appréhension du départ est comme toujours là, les 5 hommes sont tendus, mais lucides. Ils savent à quoi s'attendre, la mère, ils la respectent, et ils savent qu'elle ne pardonne pas. Et puis nous, on lui disait, dans 15 jours, parce que les marées duraient 15 jours. Ah, je ne sais pas. Sur mer, on rencontre beaucoup de choses. Et c'était une des dernières phrases qu'il a dit, c'était le 5 janvier, puisqu'on était au repas du début d'année. Hein. Au même moment, un autre bateau est aussi sur le point de quitter le quai, c'est l'Éridan. À son bord, des copains, des visages familiers avec qui il partage souvent la mer, des zones de pêche et des escales. Dans ce métier, les visages finissent toujours par se recroiser. C'est un petit monde où tout le monde connaît tout le monde. Si on résume, c'est une seconde famille. Les hommes de l'Éridan partent sans se douter qu'ils deviendront des personnes clés dans une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire maritime française. Quelques jours plus tard, le 12 janvier, les 2 équipages se retrouvent à Newlyn, un port anglais qu'ils connaissent bien et où ils ont leurs habitudes. Une tempête qui secoue la Manche les oblige à rester à quai par mesure de sécurité, ils en profitent pour dîner ensemble et partager des pintes au pub du coin. Un moment agréable au milieu des journées de travail intenses et chargées. Ce sera leur dernier repas tous ensemble. Nouveau saut dans le temps, on est maintenant 3 jours plus tard, ce fameux 15 janvier 2004. Il est un peu avant midi, la mer est carrossable, comme disent les marins. Un peu moins de 4 mètres de houle, des courants modérés. Pour les non-marins, ça paraît pas anodin, et pourtant, pour les pêcheurs, rien d'inquiétant. Surtout pour un bateau fiable comme le Bugalet de Brest. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une météo banale pour la saison. Et d'ailleurs, tout se passe pour le mieux dans la Manche, la pêche est plutôt bonne, le poisson est au rendez-vous. À tel point que le Bugalet, qui devait normalement prendre le chemin du retour vers Loch-Tudy, décide de prolonger d'1 heure sa présence dans les eaux anglaises. Une simple décision logique sur le moment, mais qui leur sera fatale. À 1 heure près, une simple petite heure, ça paraît minime dit comme ça, le nom du Bugalet de Brest serait resté celui d'un simple bateau de pêche sans histoire. Quelques dizaines de kilomètres de là, l'équipage de l'Éridan est à quai au port de Newlyn. C'est l'heure du déjeuner, tout le monde souffle un peu. Puis soudain, la VHF du bateau se met à hurler. C'est Serge Kossek, le capitaine, qui réagit immédiatement. À l'autre bout, une voix qu'il connaît très bien, celle d'Yves Glohagen, le capitaine du Bugalet de Brest. Pas besoin d'en dire plus. Le ton du breton est sans équivoque, il se passe quelque chose de très grave. La phrase qu'il répète 3 ou 4 fois, Serge Kossek n'est pas prêt de l'oublier. « Serge, on chavire, viens vite !» Pour confirmer, j'appelle le cross au téléphone par satellite pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit chaviré à telle position. Le capitaine de l'Éridan a à peine le temps de noter la position du bateau au large du cap Lézard que la VHF fait un bruit des plus inquiétants, un grésillement. Il le sait, c'est très mauvais signe. En général, ça veut dire que la VHF est en train de prendre l'eau. En moins d'1 minute, en 37 secondes exactement, le contact est rompu. L'Éridan lève l'ancre immédiatement pour tenter d'atteindre la position du Bugalet. Il est loin, à 45 minutes de navigation, mais l'équipage garde espoir de retrouver leurs amis. Ils foncent sans même réfléchir, mais en réalité, il est déjà trop tard. Quand les hommes de l'Éridan atteignent enfin les coordonnées 49 degrés nord et 5 degrés ouest, après 45 minutes de navigation, l'angoisse est palpable. Pour eux, c'est une éternité. À bord, les minutes semblent être des heures, le stress et l'inquiétude ont complètement envahi le navire. Et ce qu'ils découvrent sur place ne fait qu'accentuer leur malaise, aucune trace du Bugalet de Brest et une accumulation de détails plus troublants les uns que les autres. Pas d'épave, pas de débris visibles, rien. Juste l'immensité bleu-grise de la mer. Mais très vite, un détail attire leur attention, un hélicoptère survole la zone. D'abord, les marins pensent naturellement à un appareil de secours envoyé par les autorités. Rien d'étonnant, plutôt rassurant même. Sauf que, très vite, quelque chose les interpelle. Sous l'hélicoptère, un sonar pend.
Or, c'est un dispositif utilisé pour repérer les sous-marins. Et surtout, certains sont formels, ce type d'appareil, ils en ont déjà vu plus tôt dans la matinée, en pleine zone de pêche, et ils étaient assez proches pour distinguer les militaires à bord. Peu après leur départ de Newlyn à 12h38, l'équipage de l'Éridan avait alerté le Centre régional de surveillance et de sauvetage, la Cross Greeney, l'organisme chargé de coordonner les secours en mer. L'alerte est officiellement déclenchée à 12h46, l'hélicoptère de secours, lui, décolle officiellement qu'à 12h59. Il arrive sur les lieux du drame à 13h16, or l'Éridan arrive sur la zone et voit l'hélicoptère avant 13h10. Alors, qui volait sur zone avant, et surtout, pourquoi? Une autre scène vient troubler les marins. À 13h21, un canot de sauvetage rouge est repéré à la surface. Un homme est élitreillé, descend sur le canot, et là, scène absolument lunaire, le crève volontairement. Les marins n'en croient pas leurs yeux. Pourquoi couler un canot dans une zone de naufrage alors que les recherches sont encore en cours? Mais les marins de l'Octudie ne sont pas au bout de leur surprise, une masse sombre et furtive apparaît sous la coque. Elle se faufile sous les flots, silencieuse, avant de remonter brièvement à la surface. À ce moment-là, un bateau anglais filme la zone. Pas de doute possible, c'est un sous-marin. En pleine zone de recherche, à cet instant, personne ne comprend ce qu'il fait là. Mais une chose est sûre, ce n'est pas une vision ordinaire dans une opération de sauvetage. Peu importe à quel point ils sont troublés, pour l'heure, les hommes n'ont qu'un espoir, c'est retrouver les gars du Bugaled sains et saufs. Ils cherchent, ils appellent, ils scrutent chaque vague. Le temps se dégrade, le froid de janvier bien piquant et la mer qui commence à s'agiter rendent toute survie de plus en plus improbable. L'eau est à 10 degrés. Et malheureusement, l'espoir est de courte durée. À 13h43, la sentence tombe. Le corps d'Yves Glohagen, le capitaine du Bugaled Brest, est repêché. Le choc est immense pour les Ridans. Ce sont leurs amis, leurs frères que la mer vient de leur arracher. À 13h57, le couteau est remué dans la plaie encore vive. C'est la deuxième confirmation du drame. Le corps de Pascal Le Floch est retrouvé. Puis, à 14h13, la balise de détresse du chalutier. À 15h05, un gilet de sauvetage. Et 3 minutes plus tard, un second canot, orange cette fois-ci, est aperçu par le navire l'Hermine. À ce moment-là, une certitude se dessine, le Bugaled Brest est perdu. Et avec lui, une part de vérité que la mer semble avoir engloutie. Car plus les signes étranges s'accumulent, plus une impression tenace s'installe. Ce jour-là, dans les eaux anglaises, quelque chose cloche, et tout le monde le sent. Le lendemain, à l'Octudie, c'est le silence et la sidération. Dans ce village tourné vers la pêche, on connaît les risques, on sait que la mer peut prendre. Mais cette fois, c'est différent. Trop brutal, trop étrange, et rapidement, au milieu du deuil, les questions surgissent. Le bateau, il était robuste. La météo, elle était loin d'être difficile. L'équipage, il était expérimenté. Rien. Absolument rien ne laissait présager un drame de cette ampleur. Alors la version du naufrage, du simple accident de pêche, ne semble pas tenir. Dans la tête de tous, les informations de la veille s'accumulent et commencent à former les pièces d'un puzzle qu'ils ne sont pas prêts de finir. Et cerise sur le gâteau, c'est à ce moment précis que la préfecture maritime de Brest fait un des moves les plus suspects. Alors désolé, je m'emballe, mais c'est tellement énorme. Ils ont communiqué, le lendemain du drame, donc le 16 janvier, une déclaration qui confirme qu'un exercice militaire est bien en cours. L'Asvex 04. Mais précise aussitôt qu'il n'a officiellement commencé que le matin même à minuit. En clair, selon eux, aucun sous-marin n'était présent dans la zone au moment du naufrage. Sauf qu'à ce moment-là, je le rappelle, personne n'avait encore publiquement pointé du doigt la présence de sous-marins. Alors pourquoi cette mise au point aussi rapide? Pourquoi se justifier sur un point que personne n'avait encore eu le temps de soulever? Dans l'esprit de beaucoup, ce communiqué n'éteint pas la rumeur, il fait tout l'inverse, il l'alimente. Les premiers mots qui sont sortis à ma femme, c'est il s'est payé un sous-marin, quoi. Ils sont prochains un sous-marin. Je voyais pas d'autre possibilité de chavirer ce bateau.
Non, c'était pas possible. Face au malaise qui grandit, les autorités doivent réagir. Il faut montrer que les recherches avancent et que l'enquête est lancée. Le lendemain, 17 janvier, les autorités lancent une nouvelle opération au large du Cap Lizard. Le chasseur de mines Andromède est mobilisé. Objectif, inspecter le fond marin, là où une épave a été repérée. Pour ça, on envoie un PAP, un PAP, un poisson autopropulsé. C'est un petit robot sous-marin équipé de caméras, capable d'explorer les fonds marins et de filmer ce qu'il trouve. Les familles attendent beaucoup de cette exploration. Pour l'occasion, Michel Douce, l'armateur, est autorisé à assister à cette opération. À bord du navire militaire, quand le dispositif descend, la tension est maximale. Tout le monde retient son souffle. Et ce qu'il découvre est stupéfiant. Le flanc bâbord du chalutier est complètement enfoncé. Une déformation qui ressemble clairement à un choc, mais au moment de filmer l'autre côté, celui tribord, les militaires hésitent, bafouillent, puis refusent. Prétexte, ils craignent de perdre le robot. L'incompréhension est totale pour Michel. Pourquoi ne pas inspecter l'ensemble de l'épave? Malgré tout, une première piste se dessine, celle d'une collision. Et pas n'importe laquelle, une collision avec un porte-conteneur. Un porte-conteneur voyou capable de laisser un navire chavirer après l'avoir percuté et laisser ses occupants dans l'eau. À l'Octudie, le deuil laisse place à la colère. On ne cherche plus des causes, on veut des coupables, on veut des meurtriers. Cette hypothèse n'est pas complètement absurde, c'est même une des plus probables. Le Cap Lizard, là où a coulé le bateau, ce n'est pas qu'un bon coin pour la pêche. C'est aussi l'un des carrefours maritimes les plus fréquentés de la Manche. Chaque jour, plus d'une centaine de cargos y passent, des géants comparés au gabarit d'un navire de pêche comme le Bugaled. On n'en a pas forcément conscience, mais lancé à pleine vitesse, environ 45 km/h, il faut plusieurs kilomètres, parfois plus de 10, pour que le porte-conteneur s'arrête complètement. C'est énorme. L'enquête prend une toute autre tournure, c'est devenu une vraie traque. Les enquêteurs sont désormais à la poursuite d'un cargo voyou qui aurait percuté le Bugaled Bresse avant de continuer sa route comme si de rien n'était. En gros, un navire qui aurait délibérément laissé des hommes couler sans agir. Avec le trafic du coin, autant vous dire qu'il cherche une aiguille dans une botte de foin. Il faut recouper les trajectoires, fouiller les journaux de bord, analyser les mouvements en mer, essayer de savoir si les bateaux ont des dégâts et, le plus compliqué, lancer des commissions rogatoires internationales. En gros, demander à d'autres pays de partager leurs données. Une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire. Mais comme si ce n'était pas assez compliqué, une nouvelle galère tombe. Le Cross Greenet, chargé de surveiller toute la zone, annonce avoir connu une panne. Encore une fois, le timing est très mauvais. La coupure a eu lieu à 12h56, soit à peine 30 minutes après le naufrage. Et elle a duré, tenez-vous bien, 6 heures. Conclusion, aucune donnée exploitable. Un flou qui va fortement peser dans l'enquête. Pour les familles, c'est difficilement acceptable. Et leur impression qu'on ne leur dit pas tout commence à se renforcer au fur et à mesure que les investigations se poursuivent. C'est la méfiance qui prend le dessus. Heureusement, une piste sérieuse finit par émerger. Un cargo attire l'attention. Le Seattle Trader. Un pavillon philippin qui porte des traces suspectes et qui, en plus de ça, a un comportement douteux. Après demande de la France, le Canada procède à une inspection quand il est sur leur territoire. Et pour eux, les traces et le bateau n'ont aucun lien avec le Bugaled. Merci, au revoir, ils le laissent repartir. Mais côté français, eh bien, on y croit moyen. Les enquêteurs veulent mettre la main dessus, le voir de leurs propres yeux pour en avoir le cœur net. Ils prévoient de l'intercepter juste avant qu'il n'arrive au canal de Suez. On est le 17 février 2004, ils le savent, ils le tiennent, ou pas. Trop tard, le Seattle Trader est déjà passé. C'est l'incompréhension. Comme souvent dans cette affaire,
le temps d'attente est bien plus long en temps normal. Alors, comment? Eh bien, tout simplement, le Seattle Trader a payé 10% de plus pour passer de suite. Un élément de plus qui rend le cargo encore plus suspect. Les autorités françaises y voient un aveu de culpabilité. Alors, est-ce que ce serait une tentative de fuite? Difficile à dire. Le navire philippin a peut-être agi pour des raisons purement économiques. Des jours d'attente épargnés, c'est de l'argent gagné. Quoi qu'il en soit, la course-poursuite reprend. Nouvelle tentative d'interception se peaufine au large de Djibouti. Mais pour ça, il faut l'accord des Philippines. Et évidemment, comme rien n'est simple dans cette affaire, ils prennent leur temps. Trop de temps. Pas le choix, l'opération tombe à l'eau, les Français doivent le laisser filer pour des raisons diplomatiques. Encore. Finalement, l'interception aura lieu un mois plus tard, en mars 2004, en Chine, dans le port de Fangchenggang. Des gendarmes venus de Brest montent à bord, inspectent la coque et prélèvent des échantillons de peinture pour les comparer avec l'épave. Les résultats prendront quelques mois. Pendant ce temps, en France, l'attente devient insupportable. Les familles oscillent entre colère, incompréhension et fatigue. Trop de choses restent sans réponse, Jacques Chirac finit par se rendre sur place, les responsables politiques et les magistrats se succèdent sur le dossier, mais rien n'avance vraiment. Et plus le temps passe, plus la version officielle du naufrage semble bancale. Parce que, il faut le dire, franchement, pour beaucoup d'entre eux, il est difficile de croire que 5 marins aussi chevronnés, habitués à naviguer dans des zones très fréquentées, n'aient pas vu venir un cargo de cette taille à 45 km/h. Et c'est pas tout, il y a autre chose qui concorde pas, l'appel à l'aide d'Yves Glohagen. Il ne dit pas un mot sur une collision de front et répète de manière paniquée qu'il chavire sans plus d'explication. On sait en plus qu'il était pas du genre à paniquer, plutôt un mec qui gardait son sang-froid. C'est comme s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pour les familles, ce détail change tout. S'il avait vu un cargo foncer sur lui, c'est évident, il l'aurait dit. Une chose est sûre pour les familles de marins, une action aurait dû être faite depuis longtemps, le renflouement. C'est-à-dire sortir l'épave de l'eau pour analyse. Car pour eux, tant qu'elle reste à 80 mètres sous l'eau, aucune vérité ne pourra émerger. Le renflouement ne dépendrait pas d'un moyen financier, il dépendrait simplement de la décision judiciaire de le faire. Traditionnellement, en mer, on laisse les épaves reposer au fond de l'eau, mais cette fois, impossible d'accepter, il y a trop d'ombre, trop de silence. Et surtout, trop d'hommes à qui on doit des réponses. Ils se battront jusqu'au bout pour Yves, Patrick, Eric, Georges et Pascal. Nous sommes à Quimper le 8 mai 2004 et les familles manifestent. Leur demande est simple, que l'État accepte enfin de renflouer le Bugalet de Brest. Messieurs les juges, s'il vous plaît, autorisez le renflouement et le plus vite possible. Sauf que comme souvent, le problème c'est l'argent. Le renflouement, c'est une opération à la fois très complexe et très coûteuse. On parle de plus de 5 millions d'euros. Ils ont menti. J'ai deux copains qui sont à 90, 87 mètres 90 au fond. Voilà, et ça c'est la vérité. Mais sur les procureurs, les politiques, compagnie, vous n'êtes que des rigolos. C'est comme ça que le 18 juin, enfin, les familles obtiennent gain de cause. Le procureur annonce que l'épave sera bien remontée. Une petite victoire, mais ils le sentent, le combat est très loin d'être fini. Enfin, le 20 juin, l'Andromède reprend la mer. Direction la zone du naufrage pour localiser l'épave et refaire des images. Les papes redescendent, suivis des plongeurs, mais cette fois, les observations ne sont pas les mêmes. Les deux côtés du Bugalet sont enfoncés. Pas un, les deux. Comme si le bateau avait été pris en sandwich. Et ça change tout. Pourquoi ? Eh ben parce que ça exclut l'hypothèse de la collision. Impossible que deux bateaux lui soient rentrés dedans en même temps à bâbord et à tribord. Michel Douce, l'armateur, est à nouveau présent pendant l'opération. Il est formel, en remontant, les plongeurs ont lâché un mot, un seul, submarine. La piste du sous-marin refait surface.
À l'été 2004, le constat est clairement amer pour les proches des victimes. Il faut dire qu'entre-temps, une autre information les a assommés, les résultats du prélèvement du Seattle Trader ont parlé. Il n'est pas impliqué. Certes, il s'en doutait, mais ça n'en reste pas moins la douche froide. Et parmi eux, la colère monte. Des mois de fausses pistes et la sensation désagréable qu'on perd un temps précieux. Certains commencent même à se demander si ce n'est pas volontaire. Heureusement, le renflouement du Bugaled apporte enfin une bonne nouvelle, la piste du sous-marin est enfin envisagée. Les premières constatations vont d'ailleurs dans ce sens. On va parler un peu technique. Une des funes, c'est l'un des câbles qui tient le filet de pêche, est déroulée sur 515 mètres. C'est 140 mètres de plus que l'autre. Ce déséquilibre suggère qu'un élément extérieur a tiré dessus, provoquant cette différence de longueur anormale. Et cette même fune présente des déformations sur sa longueur. Autre anomalie, ce qui tient les filets. L'un des panneaux de chalut est inversé, comme si un côté était passé par-dessus l'autre. Là aussi, c'est très inhabituel, et surtout ça suggère que le naufrage est dû non pas à une collision, mais à une force exogène, c'est-à-dire extérieure. Et puis, un autre élément mystérieux vient semer un peu le trouble, l'histoire des canaux de sauvetage. Le jour du naufrage, 2 canaux sont repérés en mer, l'un rouge, l'autre orange. Rien d'anormal a priori. Le Bugaled Bresse était équipé de 2 canots à son bord, sauf que, lors du renflouement de l'épave, un 3e radeau est retrouvé à l'intérieur du chalutier. Et ça, personne ne s'y attendait et personne ne l'explique. Et forcément, un souvenir revient, celui de ce militaire élytreuillé descendu depuis un hélico qui avait volontairement crevé un canot rouge le 15 janvier, quelques heures seulement après le naufrage. À l'époque, c'était incompréhensible, mais au vu des nombreux flous du dossier, une hypothèse plutôt osée émerge. Ce radeau supplémentaire aurait-il été largué par l'hélicoptère aperçu dans la zone, celui-là même équipé d'un sonar? Et si cet appareil militaire avait non seulement été présent avant les secours officiels, mais avait aussi été témoin du naufrage? Est-ce qu'il a tenté de porter assistance et voyant que le mal avait été fait, aurait effacé toute trace de son intervention? Mais c'est pas tout. Le plus frappant, c'est cette déformation des 2 flancs du bateau au niveau de la cale à poisson. Les experts parlent carrément d'implosion, et ça ne peut arriver que si le bateau a coulé à une vitesse extrême. Les joues du bateau sont comme écrasées vers l'intérieur, une déformation massive, comme une sorte de cicatrice géante, qui témoigne de la violence de l'accident. La durée exacte n'a jamais été confirmée, mais certains avancent que le Bugaled aurait coulé à plus de 80 mètres en 37 secondes. D'autres estiment que la descente a pris plus de temps, mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Pareil, cette découverte rappelle un autre souvenir incompréhensible. Pourquoi les militaires n'ont-ils pas voulu faire le tour complet de l'épave le 17 janvier? Est-ce qu'en fait, ils savaient déjà ce qui était arrivé au navire breton et voulaient cacher les preuves qui incriminent un sous-marin? Ce qu'il faut retenir à ce stade de l'enquête, c'est simple, c'est que le naufrage a été brutal, très brutal. En même temps, ça ne prouve encore rien, et toutes les hypothèses restent envisagées. Par contre, une chose est sûre, ces découvertes ne font qu'épaissir un peu plus le mystère autour du Bugaled Bresse. Officiellement, le Dolphin, un sous-marin néerlandais, devait participer à l'exercice ASWEX 04
le lendemain du naufrage. Mais les enquêteurs savent qu'il était déjà sur Saône pendant les recherches et surtout qu'il porte de lourdes éraflures sur la coque. Pour le confondre ou l'innocenter, il aurait fallu ses coordonnées GPS à 12h25, l'heure du drame. Mais à cause de la panne du Cross Greeney, seules les données de 12h53 sont disponibles. À ce moment-là, le Dolphin est à 20 km de la zone, et c'est là que ça devient intéressant. Deux scénarios sont alors possibles, soit il naviguait en surface, était donc trop lent et est hors de cause, soit il était immergé, et là c'est une autre histoire. Il aurait très bien pu être sur le lieu du naufrage à 12h25. Les autorités néerlandaises assurent qu'il était bien en surface et affirment même qu'il a aidé aux recherches. Ce discours ne colle pas avec les témoignages. Marins français et anglais évoquent un sous-marin aperçu sous leur coque, non signalé par les radars, qu'ils ont vu émerger seulement après. Et les marques sur le Dolphin. La version néerlandaise parle d'un incident lors d'une opération de démagnétisation, une manœuvre censée réduire la détection du sous-marin. L'accident aurait été si sérieux que la base a fermé 1 mois. Pour les enquêteurs français, ça sonne trop gros, mais ils finissent par écarter cette piste. Le ministère de la Défense français, lui, insiste, quitte à se mettre à dos les familles, aucune manœuvre militaire ne peut être liée au drame. Soyez persuadés qu'il est de l'éthique de toutes les marines de dire tout ce qu'elles savent s'il y a un incident de ce type. En aucun cas, elles ne le cacheraient. Aucune information en ma possession ne me permet donc de suspecter un sous-marin d'être à l'origine de ce drame. Et pourtant, en 2005, un nouvel élément que les autorités s'étaient bien gardées de mentionner, la Thursday War, comprenait la guerre du jeudi, un exercice militaire que la Royal Navy mène logiquement tous les jeudis. Or, le 15 janvier 2004 était un jeudi. Ça recoupe avec une autre information donnée par Serge Kossek, capitaine de l'Éridan. Le Cross lui aurait bien parlé d'une opération en cours lors de son appel de détresse. Alors, pourquoi ce silence? Pour Londres, c'est couvert par le secret défense. Côté français, pas question de froisser un allié pour une simple supposition. Les familles, elles, n'en reviennent pas. Rien n'indique que le Dolphin soit impliqué dans l'affaire. Maintenant, il y a certainement d'autres sous-marins, puisque quand il y a un exercice OTAN, il y a beaucoup de sous-marins de pays, même amis, qui jouent les curieux. Si le Dolphin n'est pas impliqué, alors qui ? Depuis un moment, les regards se tournent vers un autre sous-marin britannique, un bâtiment nucléaire, discret, mais qui serait rentré d'urgence à sa base dans la nuit du 15 au 16 janvier à la suite d'un incident. La coïncidence est trop parfaite pour les proches des victimes. Mais là encore, la Royal Navy assure aucun de leurs sous-marins n'était sur zone. Et lorsque les marins anglais, eux aussi profondément touchés, ont voulu poser des questions, la réponse a été claire, circuler, y a rien à voir. Encore une fois, l'enquête est frappée de plein fouet par la loi du silence. Si les familles se concentrent donc sur la piste du sous-marin, les autorités, eux, pas du tout. Pour eux, c'est un accident. Du coup, pendant des mois, la tension monte entre les deux camps, et cette opposition ne fait qu'alimenter la confusion. On commence par le côté pro-sous-marin. Dès juin 2005, l'Ifremer, l'institut reconnu, rend ses premières conclusions. Selon leurs analyses, l'état des funes, la cale à poisson enfoncée, tout indique une force extérieure brutale. Mais à peine 1 an plus tard, le 27 novembre 2006, les familles explosent à la sortie de la préfecture maritime de Brest. La BEA Mer, le bureau officiel chargé des enquêtes sur les accidents en mer, rend ses conclusions. Et pour eux, pas de mystère, c'est un simple accident de pêche. Pire, les marins eux-mêmes seraient en partie responsables. Le poulet, il est accroché dans le sable. Imaginez-vous ça. Lamentable, je suis écœuré. La colère des proches explose, ils en sont sûrs, ils sont face à un déni de justice. Leur avocat va plus loin, il parle carrément d'un mensonge d'État.
La BEA étant financée par les autorités, difficile pour les familles d'y voir une enquête libre. D'autant plus quand le secret défense entoure une partie du dossier. Alors, qu'est-ce qui les met tant en colère ? Selon le rapport, le Bugaled aurait fait une croche molle. En clair, ces câbles auraient accroché le fond, entraînant une perte de stabilité. Ajoutez une météo compliquée et le bateau aurait chaviré. Sauf que pour les familles, rien ne colle. Les marins du Bugaled étaient formés à ces situations. Une croche molle ne fait pas couler un bateau en quelques secondes. Et ce jour-là, les fonds étaient plats, donc rien que le filet aurait pu attraper par accident. La mer était praticable. Quant aux critiques sur l'équipage, mauvaise réception des bulletins météo, portes laissées ouvertes, elles sont simplement inaudibles pour les familles et les marins qui les balayent de la main. Bref, quand on liste toutes les coïncidences cumulées qu'il aurait fallu selon la théorie de l'accident, on comprend que les familles s'insurgent. Et surtout, il y a le message radio, le capitaine Yves Glohagen n'a jamais parlé d'une croche, il a juste crié « on chavire ». Une panique qui ne ressemble pas à un incident classique qu'il aurait su identifier. Là, il est clair qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Même le titane retrouvé sur les funes qui aurait pu pointer vers un sous-marin est vite évacué. Une simple trace de peinture, selon les experts officiels, rien de plus. Peu importe les arguments du BEA, pour tous, ça ne tient pas. Bien sûr qu'il y a une partie dérangeante. Laquelle ? On sait bien que le Bugaled Braise n'a pas chaviré à cause d'un enfouissement du chalut dans le sable. Tous les marins pêcheurs le savent. En mars 2007, la procureure de Quimper enfonce le clou. Le turbulent sous-marin britannique que certains soupçonnaient était bien à quai ce jour-là. L'hypothèse du sous-marin est officiellement écartée. Et pourtant, malgré toutes ces conclusions, les magistrats décident de missionner un expert sous-marin indépendant. Une décision assez inattendue. Est-ce que c'est pour calmer les familles ? Ou alors parce que eux-mêmes commencent à douter de la version officielle ? Une chose est claire, un bras de fer s'est entamé entre les autorités et ceux qui ne les croient plus. Avant de continuer sur cette piste, je dois vous faire un petit peu de contexte. En 2004, on est en plein air post-11 septembre. Les États-Unis sont encore sous le choc et la guerre contre le terrorisme prend une ampleur mondiale. Alors non, j'ai pas changé de sujet, on est d'accord, sur le papier, aucun lien direct avec le Bugaled Braise. Et pourtant, pour l'amiral Dominic Sales, le lien existe bel et bien. Il s'appuie sur un événement précis, un convoi de plutonium destiné à être détruit devait transiter par Cherbourg avant d'être acheminé vers la Hague. Un transport ultra sensible, plus que sensible, puisqu'on peut faire des bombes avec du plutonium. De quoi fortement inquiéter les Américains qui sont depuis plus de 3 ans en alerte permanente. Et quand c'est pas la peur des terroristes, c'est celle des écologistes qui prend le dessus. En tenant compte de tout ça et de l'affluence dans la Manche, il est en effet probable qu'un navire américain soit envoyé pour surveiller la zone. Alors oui, le transport officiel devait avoir lieu en octobre, mais selon l'amiral, un sous-marin américain aurait été envoyé en repérage dès janvier. Et c'est là que sa théorie prend forme, ce sous-marin aurait accidentellement accroché les funes du Bugaled. Un scénario renforcé 10 ans plus tard par le témoignage d'un ancien agent du renseignement, Joseph Le Gall. Dans Le Télégramme, il affirme que des bâtiments américains étaient bien présents dans la Manche à cette période. Puis en 2016, un nouvel élément surgit, la déclassification de documents révèle que le sous-marin nucléaire américain Hyman J. Rickover était bien en mission dans la Manche quelques jours avant le naufrage. Selon cette lecture, le Rickover aurait été déployé pour surveiller un navire japonais transportant du plutonium le 19 janvier. Pour être en position à temps, il aurait dû être en mer dès le 16. Or, en raison des exercices militaires comme l'Azwex 04 et la Thursday War qu'il devait éviter, il aurait pu être sur la zone dès le 15. Une commission rogatoire avait déjà été envoyée aux États-Unis en 2013 pour savoir si un sous-marin américain était dans la Manche ce jour-là. Réponse officielle, non. Pour Dominic Sales, cette réponse ne veut rien dire. Les juges français se seraient plantés, ils auraient interrogé les mauvaises personnes.
Les missions ultra secrètes ne sont pas sous la responsabilité directe de la Navy, mais des services de renseignement comme la CIA. Donc, pour lui, la Navy n'a simplement pas été mise dans la boucle. Reste que pour la justice française, cette hypothèse est trop fragile. L'enquête sur la piste américaine est classée, dossier refermé. Et une fois encore, pour les familles, c'est le sentiment terrible de revenir à la case départ. On revient à une piste qu'on avait laissée de côté, celle du Turbulent, le sous-marin nucléaire de la Royal Navy, officiellement écarté par la justice française, mais pour beaucoup, il reste le principal suspect. Et plusieurs éléments viennent nourrir cette conviction. En 2011, une rumeur enfle, le commandant du Turbulent aurait, en privé, reconnu la responsabilité de son navire dans le naufrage du Bugalet-Bresse. Un an plus tôt, un autre détail trouble, un document indique que le sous-marin était bien en mer le 15 janvier 2004. Pourtant, la Royal Navy affirme qu'il était à quai à Devonport. Leur défense, il ne s'agissait que d'un document prévisionnel, pas d'une preuve réelle de navigation. Malheureusement pour les Anglais, un article du Navy News, leur propre journal officiel dans la Royal Navy, les enfonce un peu plus. Dedans, il y est question d'une mission secrète d'un sous-marin au large des Cornouailles, au moment même du naufrage. Le texte évoque en plus des avaries qui auraient nécessité des réparations à Gibraltar. L'armée britannique dément, affirmant que les réparations ont eu lieu à Devonport, sauf que l'article en question disparaît rapidement des archives officielles. Ça paraît un peu gros pour être une coïncidence. Malaise du côté de Londres. Et c'est pas fini, en février 2011, le sous-marin Astute s'échoue sur une plage. Et là, cerise sur le gâteau encore une fois, le commandant n'est autre que Andrew Coles, l'ancien commandant du Turbulent en 2004. Pour les familles, le voir échouer le fleuron de la flotte britannique sur une plage ne fait que renforcer leurs soupçons. S'il a pu planter un sous-marin sur une plage, il a pu accrocher un chalutier. Mais ce n'est pas fini, en 2012, le juge remet au centre de l'instruction le Turbulent. Le sous-marin a émis des messages relatifs à son déplacement le 15 janvier. Ce qui voudrait dire que la Navy a menti et qu'il était bien dans la Manche à 12h25. La position du bateau est en plus à quelques kilomètres du cap Lizard. Les évidences commencent à s'accumuler. Face à ces preuves accablantes, les Anglais maintiennent, ils étaient à quai et les messages ont été envoyés depuis le quai. Les prévisions qui les annonçaient en mer étaient des prévisions, c'est tout. En mars 2013, énorme retentissement dans l'affaire, alors qu'un film militant sur l'affaire The Silent Killer est diffusé à New Lynn en Angleterre, un spectateur se démarque parmi l'assistance. Une des seules personnes que les militants ne pensaient pas voir là, l'un des suspects clés de l'affaire, Andrew Coles, le commandant du Turbulent. La démarche est culottée, non seulement il vient, mais en plus de ça, il affirme dans les yeux de Thierry Lemétaillé, fils d'un des marins, que le Turbulent n'est en rien responsable du naufrage. La démarche est tellement troublante, l'échange tellement convaincant, que les parties civiles finissent par douter. Et s'il faisait fausse route? Le fait qu'ils viennent là, qu'ils me promettent en me regardant dans les yeux, je sais plus. Mais la rencontre ne s'arrête pas là. Juste après, l'armateur du Bugalet, Michel Douce, pose lui aussi une question capitale. Qu'est-ce qui a provoqué le naufrage? Un sous-marin? Le militaire de la Royal Navy répondra un mot que Thierry n'est pas prêt d'oublier. Probablement en français. Tout est dit. Et si ce n'était pas le Turbulent, alors qui ça? Dans la famille des sous-marins, on appelle maintenant le Ruby. Un sous-marin nucléaire français, officiellement, il se trouvait au large de Nantes. Des témoignages anonymes assurent qu'ils étaient en mission près du cap Lizard et qu'ils poursuivaient un autre sous-marin britannique lorsqu'un choc aurait été perçu. C'est une version qui est difficile à vérifier et peu exploitée à cause du manque de preuves et des témoignages qui sont restés anonymes.
La piste du sous-marin français est à son tour rapidement écartée. Mais une chose est sûre, la piste britannique reste solide. D'autant plus que, fin 2013, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, lâche une bombe qui corrobore la thèse anglaise sur France 3 Bretagne. Les Anglais ne nous ont pas tout dit. Une déclaration qui, vous vous en doutez, alimente les soupçons avant d'être, elle aussi, rapidement étouffée. L'affaire du Bugalet-Bresse tourne en rond. Avant de parler du procès, il faut revenir sur quelques éléments tellement troublants et hallucinants qu'on ne parvient pas à les classer, ni à les interpréter tellement c'est gros. Retour au 15 janvier 2004. Alors qu'on est en pleine recherche de l'équipage du Bugaled, le sous-marin néerlandais Dolphin contacte le MRCC, l'équivalent anglais du Cross, et là, il lâche une phrase complètement énigmatique « We have picked up 2 people ». Nous avons récupéré 2 personnes. L'opérateur lui demande une confirmation, et c'est le silence radio pendant 1 minute. Le Dolphin finit par revenir sur ses mots, mais le mal est fait. Ce message sème le trouble, d'autant plus qu'aujourd'hui encore, 2 corps manquent à l'appel. Pour certains, la coïncidence est bien trop énorme pour être ignorée. Pourtant, cette déclaration ne sera jamais approfondie, ni par les enquêteurs, ni par les experts du BEA-MER. Elle ne fera même pas l'objet d'un vrai débat, et restera un mystère suspendu, inadmissible pour les familles de Georges et Eric. Aussi, ça peut paraître anecdotique, mais juste après avoir autorisé le renflouement, le premier procureur chargé du dossier avait été transféré dans une autre région. Aurait-il été évincé ou simple mutation? Il existe d'autres incidents du même genre, éparpillés, étranges, inexpliqués, et chacun, à sa façon, vient fragiliser un peu plus la thèse officielle. Ces zones d'ombre, c'est ce qui va finir par user les familles. Elles ont le sentiment qu'on les promène, qu'on leur cache des choses, et qu'au fond, personne ne veut vraiment connaître la vérité. Je l'ai sous-entendu tout au long de mon histoire, mais en parallèle des multiples pistes qui se sont succédées dans le cadre de cette affaire. Du côté purement judiciaire, les familles ont connu de nombreuses déconvenues, une montagne russe émotionnelle à la fin de laquelle ils ne sont ressortis que abîmés et fatigués. Ils ont l'impression que, dès l'annonce du naufrage, le sort était déjà scellé. Pourtant, des lueurs d'espoir, il y en a eu pas mal. Le 28 juin 2007, au tribunal de Quimper, un mot est prononcé à voix haute, sous-marin. Pour une fois, c'est le juge qui l'a prononcé, c'était lors d'un entretien avec un représentant du comité local de pêche. Pour les familles, c'est un électrochoc, un soulagement aussi. Mais la joie est de courte durée. Quelques heures plus tard, la procureure Anne Kayanakis prend la parole à son tour. Et son discours est tout autre. Oui, elle admet que la piste du sous-marin est sérieuse, mais non, elle ne la considère ni dominante, ni prouvée. Elle s'en tient à une version plus confortable, celle d'un accident de pêche, et surtout, elle insiste, ce ne peut pas être un sous-marin de l'OTAN. Sous-entendu, s'il y a eu un sous-marin, ce serait un espion, un intrus venu d'ailleurs. 2 magistrats, 2 lectures opposées d'un même dossier, et en creux, une fracture bien plus profonde, celle entre la recherche de la vérité et la préservation des intérêts d'État. Quand le dossier est transféré à Nantes, les juges d'instruction changent de stratégie, ils veulent une preuve. Pas une hypothèse, pas un faisceau d'indices, mais une trace concrète. Le titane retrouvé sur les câbles du chalut est analysé, mais on conclut rapidement qu'il pouvait venir du Bugaled lui-même. Rien de suffisamment probant. L'instruction s'étire, les auditions s'enchaînent, les familles s'accrochent jusqu'en 2014 où tout s'effondre. Le dossier est clos, l'enquête est bouclée et la décision tombe, c'est un non-lieu. Pour les familles, c'est comme si on avait tué une nouvelle fois Yves, Georges, Patrick, Pascal et Eric. Comme si on leur refusait leur dignité. Impossible de dire ce qui s'est passé, ni accident confirmé, ni sous-marin prouvé, juste une absence de preuves irréfutables, un vide juridique abyssal. Même si les juges reconnaissent qu'on ne peut pas exclure la piste du submersible, ils actent qu'il n'y a rien de concret pour l'étayer. Pour beaucoup, ce non-lieu sonne comme un abandon. Mais une lueur apparaît de l'autre côté de la Manche.
3 des corps ayant été retrouvés en eau britannique, une nouvelle procédure est ouverte en Angleterre. Plus précisément, ce qu'on appelle une inquest. Autrement dit, une enquête publique sur les causes de la mort. Pour certains, c'est un épilogue inutile qui prolonge les souffrances. Ils sont tous à bout de souffle, pour d'autres, c'est le dernier espoir. Parmi eux, Thierry Lemétayer, le fils de Georges, fait le voyage. Il veut comprendre, peut-être que la vérité viendra enfin d'outre-Manche, là où la France a préféré se taire. Mais sur place, les illusions sont encore une fois de courte durée, les obstacles se dressent rapidement. Les avocats français demandent des éléments simples, une image satellite du port militaire de Turbulent, les messages envoyés le 15 janvier. Tout leur est refusé, sans justification. En tout, près de 40 témoins sont entendus, certains militaires, d'autres civils. Certains vont dans le sens de la thèse du sous-marin, comme ce pilote d'hélicoptère à qui on aurait demandé de taire ce qu'il avait vu, mais la plupart se contentent de dire oui ou non sans rien révéler en bon soldat. Et au milieu du défilé, un nom revient encore. Andrew Coles, l'ancien commandant du Turbulent. Et cette fois, il change de ton et de version. Insupportable pour le clan français, il nie avoir dit à Thierry Lemétayer que le Bugaled avait probablement été percuté par un sous-marin. La phrase « probably » qui avait tant marqué les familles est niée, et le reste suit. Autre élément qui irrite particulièrement les familles, c'est que l'expert mandaté n'est jamais monté sur un bateau de pêche. Encore une fois, on ne les prend pas au sérieux. Comme ses homologues français, il conclut à l'accroche, en gros, à l'accident. Mais un argument indémontable lui est mis sous les yeux, des croches de ce type, on n'est même pas capable d'en citer une, par contre des accidents avec des sous-marins, il y en a eu une flopée, et des marins pour en témoigner, il y en a aussi plein. Définitivement, rien ne tient. Et à la fin, c'est le même constat désespérant qu'en France, c'est le silence qui gagne. Le 5 novembre 2021, le verdict tombe sans surprise. Après cette inquest qui semblait perdue d'avance, le Bugaled Bresse a été victime d'un accident de pêche. Point final. Ce qui tient les familles, malgré tout, c'est l'espoir. L'espoir qu'un jour, un homme, une femme, un militaire peut-être, laissera parler sa conscience et dira ce qu'il s'est vraiment passé. D'ici là, il faut vivre avec ce vide, cette colère et cette impression de ne pas avoir été entendu. Pour eux, le Bugaled, ce n'est pas qu'un naufrage, c'est aussi un symbole. Celui du poids d'un secret défense, celui d'une vérité qu'on étouffe pour préserver les alliances, celui d'une justice qu'on n'a pas laissé aller jusqu'au bout. Le 17 avril 2023, une nouvelle page s'est tournée. L'épave du Bugaled Bresse, conservée pendant près de 20 ans sur la base militaire de Brest, est détruite. Réduite à néant, comme si cette affaire de drame, ce scandale d'État, devait être effacée une bonne fois pour toutes. Quelques jours avant, le 8 avril, les familles se sont réunies une dernière fois, un au revoir discret, pudique, mais bouleversant. Chacun est venu récupérer un objet, ultime relique de ceux qu'ils ont aimés, parce que pour eux, cette coque tordue n'est pas un simple navire, c'est un cercueil. Celui de leurs proches, celui d'une vérité qu'on leur refuse encore. À l'Octudie, les noms d'Yves, Georges, Patrick, Pascal et Eric sont gravés dans la pierre. Une stèle dressée face à la mer rappelle qu'ils ont rejoint longue lignée de marins engloutis par les flots. Mais cette fois, ce n'est pas la tempête qui les a pris, ce n'est pas le vent ou la houle, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qu'on ne veut pas dire. Et c'est bien là le drame. Car au fil du temps, une évidence s'est imposée, face aux États, à leurs armées, à leurs alliances, les citoyens pèsent peu, les marins du Bugaled ne sont pas morts dans l'anonymat, ils sont morts dans l'ombre, et cette ombre a un nom, le secret défense. Dans cette affaire, la justice s'est heurtée à la diplomatie, à la raison d'État, à l'inavouable. La vérité, étranglée par des enjeux militaires, enterrée sous les mensonges,
les silences, les pirouettes administratives. 20 ans plus tard, elle gît là, quelque part entre deux eaux, entre les Cornouailles anglaises et les fonds de dossiers classifiés. Alors, l'espoir se déplace, loin des tribunaux français, loin des micros des procureurs. Un dernier sursaut s'est accroché à l'autre rive de l'Atlantique. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a ordonné la déclassification de nombreux documents confidentiels. Pour les familles, c'est peut-être là que se trouve la clé, un espoir ténu mais vivant, que les archives américaines livrent enfin ce que l'Europe s'est acharnée à taire. À ce jour, le mystère perdure, mais l'espoir, lui, reste. Celui que l'administration Trump réponde à leurs demandes, ou qu'un jour, quelqu'un parle enfin. Voilà, c'est la fin de toute cette enquête sur le Bugalet-Bress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire un petit peu tous vos ressentis par rapport à cette affaire, savoir ce que vous en pensez, quelles sont vos théories. J'ai trouvé que c'était une affaire complètement mystérieuse. C'était l'un d'entre vous d'ailleurs en commentaire qui me l'avait proposé, je ne la connaissais pas. Au passage, si vous avez d'autres histoires, d'autres enquêtes dont vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que franchement ça nous aide énormément. Merci à vous de nous suivre, que ça soit sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner au passage, c'est complètement gratuit et on voit les abonnements chaque mois, mais aussi de nous suivre en format podcast sur Spotify, Deezer et aussi Apple Podcast. Et je vous rappelle qu'avec le code NEOXY, vous avez moins 15% sur votre premiérissime Seili, donc n'hésitez pas à télécharger l'application. Merci à vous, c'était NEOXY.